on veut vous présenter, parler du parcours de quelqu'un dans la boîte, parcours accomplissement particulier, c'est de ça qu'on va parler ici. Célia, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire qui tu es? Je m'appelle Célia, comme tout le monde a bien compris, je pense. Je suis alternante dans l'équipe IQ de IFOP, et donc c'est l'équipe où on réalise des études qualitatives. Donc il y a eu déjà Catherine qui est venue dans les autres lives, si vous étiez déjà présents. Et donc on fait des petites études qualitatives, en plus de tout le quanti de IFOP. Et bientôt on sera sous Brain Value, qui est la nouvelle entreprise, la nouvelle acquisition de l'IFOP. C'est ça, voilà. Alors ça c'était l'une des nouvelles des dernières semaines, des derniers mois. L'IFOP, enfin le groupe IFOP, c'est pas que l'IFOP dedans, il y a Occurrence, Sociovision, Dipopinion, plein de choses. Amusez-vous, allez sur le site de l'IFOP, vous verrez tout ça. Dans le groupe IFOP, donc il y a eu un rachat de Brain Value, acteur de référence en France d'études qualitatives. On a déjà fait un topo sur ce que c'est les études qualitatives par opposition aux quantitatives, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, tu viens de cette unité-là, on va dire, et donc alternante, tu l'as dit aussi, message aux étudiants qui aimeraient venir tremper les pieds dans le milieu des sondages et des études d'opinion en général. L'IFOP prend des alternants, donc voilà, la bouteille à la mer est lancée, et alors je n'ai quasiment aucune préparation. On a juste échangé un petit peu sur ce qu'on allait se dire, ce que tu allais nous dire aujourd'hui. Mais donc tu viens nous parler, tu es alternante, donc tu travailles d'un côté à l'IFOP. Tiens, on a un expédié qui demande quel parcours exactement. Tiens, tu fais peut-être si tu veux. Quel parcours là actuellement je suis en master de sociologie à Descartes. Le master c'est ça, chargé d'études en sociologie appliquée. Et mon parcours, si tu veux peut-être mon parcours avant, j'ai fait j'allais dire le bac, mais maintenant ça sert plus à rien parce que tout a évolué, donc j'avais fait un bac S dans le temps. Et j'ai fait une prépa BL, donc BL c'est un peu où il y a plein de matières différentes, que ce soit des mathématiques, de la littérature, de la sociologie bien évidemment, c'est là où j'ai vraiment découvert la sociologie. Et j'ai continué dans une autre structure qui s'appelle toujours le CPES, où j'ai eu des cours à l'université de Dauphine et aussi à l'université à l'ENS Ulm, donc l'école normale supérieure Ulm, où j'ai fait du coup de la sociologie et de la science politique pour encore plus me spécialiser et finalement arriver dans un master de sociologie. Et ça t'a conduit, par le plus grand des hasards, à faire des études et à faire un mémoire, et c'est à ce sujet que il m'a invité, du coup voilà, je suis là pour mon petit mémoire. Alors ce mémoire, que tu as là d'ailleurs, voilà, il est relié à l'ancienne, hein. En vrai... Ouais. Grâce à IFOP, je tiens à le signaler. Voilà, on a du matériel pour faire les reliures. Donc voilà, si vous êtes étudiant et que vous venez en alternance, vous n'aurez pas à aller à l'imprimerie, tout est là. Voilà. C'est la générosité d'IFOP. Voilà, c'est magnifique. Alors, ce mémoire dont on a vu la page de garde, il raconte quoi? Il raconte... à vrai dire, en fait, au début, j'ai voulu faire un mémoire sur des personnes que je ne connaissais pas, des situations que je ne connaissais pas du tout. J'ai voulu découvrir d'autres choses parce que c'est ce que permet pour moi la sociologie. Et je me suis intéressée aux personnes qui étaient en situation de handicap, que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment un domaine, le handicap. Je n'avais aucune idée. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de creuser, de savoir leur vie, leur quotidien... tout ça parce que ils sont pas forcément très représentés on en parlait juste avant. Du coup dans les médias, à part donc certaines émissions qui marchent plutôt pas mal en prime et tout, mais sinon pas vraiment représentés, pas vraiment entendus, et je me suis dit c'est l'occasion d'offrir l'opportunité à ces personnes de parler, de donner leur parole et que je puisse retranscrire et analyser leur quotidien. Voilà. Et du coup après je me suis dit parce que avoir un domaine c'est intéressant, mais faut avoir un angle d'attaque pour faire une étude, une recherche, un mémoire, une thèse, etc. Et donc mon angle d'attaque c'était vraiment m'intéresser au quotidien des personnes en situation de handicap, et plus précisément des personnes qui se sont retrouvées en situation de handicap, c'est-à-dire après un événement brutal, soudain, c'est-à-dire un accident ou par exemple une tentative de suicide,
où d'un coup, le quotidien il est complètement bouleversé. Enfin, là, mes enquêtés, ils se retrouvent comme la plupart, par exemple comme moi, c'est-à-dire je marche tranquillement, tout va bien, et là, quelque chose d'inattendu se produit, et je vais me retrouver, les personnes se retrouvent en fauteuil roulant, et tout est complètement... tout est à réapprendre, que ce soit son propre corps qui est donc différent, qui ne peut plus se lever ou plus totalement, plus marcher, etc. Et le regard des autres ou le prendre, rien que prendre le bus, prendre le métro, si vous êtes parisien, vous le savez bien, c'est très compliqué, ce sont des obstacles et en fait on s'en rend pas compte. Par exemple, moi je m'en suis pas rendu compte parce que c'était pas ta réalité, c'était pas ma réalité, je marche et j'étais à un autre niveau par exemple, j'étais pas tout le temps assise et c'est ça qui m'intéressait, comment ces personnes arrivaient à affronter ces obstacles-là et à s'adapter à leur nouvelle réalité finalement. Donc voilà. Donc c'était la motivation pour investiguer, enquêter, recueillir la parole donc de personnes en situation de handicap, on précise handicap moteur. Oui, handicap moteur. Parce qu'il y a différents types de handicap. Parce qu'en fait, pareil, moi j'y connaissais rien en handicap, je pense comme la plupart d'entre vous, et il y a plein de situations de handicap différents, plein de handicaps différents, que ce soit sensoriel, donc les personnes qui vont avoir des sens touchés, que ce soit l'ouïe, la vue, ou il y a des handicaps psychiques, mentaux, des maladies invalidantes, et aussi du coup des handicaps moteurs. Et donc je précise aussi, j'ai découvert ça, que des personnes âgées sont dites dans les textes de loi en situation de handicap, parce qu'effectivement elles se retrouvent limitées au quotidien et ont par exemple des problèmes moteurs. Donc voilà, j'ai appris ça, petite info que je voulais vous partager. Alors, dans le cadre de ce mémoire, ce sont des interviews du coup, que tu as conduites auprès de personnes en situation de handicap. Combien de personnes environ ? 10 personnes. Une dizaine de personnes, comment tu les as trouvées ? Justement, c'était un peu ce qui était compliqué, parce que moi j'avais pas de... Je connaissais personne, donc déjà j'arrivais, je me suis dit bon, comment je peux les approcher ? Alors je me suis dit tout d'abord les services de santé, les hôpitaux, parce que tout le monde passe forcément par là, on est hospitalisé et après on réapprend dans des centres de rééducation. Et je me suis dit, ok, je vais appeler les centres de rééducation, j'en ai appelé beaucoup, et soit j'avais pas de réponse, soit on pouvait pas me donner des noms parce qu'il y a le secret médical, forcément. C'est compliqué, et même ceux qui sortaient après de centres de rééducation, c'était impossible, donc je me suis dit, mince, je vais faire quoi après ? Je me suis dit, tiens, tout ce qui est association. Donc toutes les associations, comme je réside là à Paris, je me suis dit tout ce qui est en Ile-de-France pour pouvoir me déplacer chez les personnes. Donc là j'ai appelé plein d'associations, on me répondait pas, ou c'était pas possible, c'était trop compliqué, ça convenait pas. Et au début, il y a vraiment, j'avoue, il y a eu un moment où je me suis dit je vais faire quoi, je vais devoir changer de sujet, mais j'ai pas envie. Et finalement, j'ai trouvé une association qui a accepté de m'aider, donc elle s'appelle Comme les autres, si vous voulez. Donc elle accompagne socialement les personnes qui se sont retrouvées en situation de handicap grâce au sport, notamment aux activités et tout. Et donc c'est grâce à ça, donc vraiment, pour tout, ce soit que les personnes en sociologie qui vont faire des recherches ou bien d'autres personnes dans d'autres matières, d'autres étudiants dans d'autres matières ou encore en global, faut vraiment persévérer, il faut pas se dire oh mince, les centres de rééducation ils ont pas voulu de moi, tant pis j'abandonne. Non, faut continuer, faut appeler, faut des fois se déplacer, faut appeler d'autres structures, faut repenser, recadrer, il faut toujours persévérer et ça va arriver et enfin vous allez avoir un terrain, vous allez accomplir ce que vous voulez à la base. Donc vraiment c'est un peu mon message aussi. Faut s'accrocher pour l'enquête, on y arrive toujours. Oui, toujours. Alors, sur ce mémoire, j'aimerais te demander deux choses, te poser deux questions. La première, c'est, à travers ces interviews, cette démarche de mémoire, quel est l'enseignement principal, c'est toujours compliqué à dire, mais peut-être s'il fallait donner un grand enseignement de quelque chose que tu as découvert à l'occasion de ces interviews, et qui tu as le sentiment qu'il faudrait que tout le monde sache sur la situation du handicap. Que faut pas voir
le handicap ou les personnes en situation de handicap comme oh, les pauvres se retrouvent en situation de handicap, c'est triste, parce que j'ai eu beaucoup quand je parlais avec des personnes en présentant mon sujet, c'était ah, c'est un sujet qui est dur, oh, c'est triste. En fait, pas du tout, et il faut dépasser ces contraintes et ces limitations, comme beaucoup de mes enquêtés me le disent et le font. Ils vivent avec leur handicap, mais pas malgré leur handicap, en voyant leur handicap comme une contrainte toujours. Non, maintenant c'est un fait, ils ont appris avec, et du coup elles sont plus limitées, elles vont dépasser et elles vont faire par exemple des choses que même moi personnellement je fais plus, c'est-à-dire elles vont faire plein d'activités, elles font de la plongée, elles font du rugby, du basket, de la voile même, alors que moi vraiment pas du tout pour la plongée, mais voilà, tout ça est possible, tout ça est possible en fauteuil entre guillemets. En fauteuil, parce qu'ils sont tous en fauteuil roulant, et tout ça est possible en fauteuil. Des fois les activités ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut certaines installations, mais des fois c'est pas des grandes installations, c'est juste s'adapter avec des petites astuces, prendre un peu plus de temps, certes, avoir des moniteurs qui sont un peu ouverts, qui sont à l'écoute de l'autre, mais c'est faisable, c'est possible, et toutes ces personnes, elles m'ont montré que on peut très bien vivre en fauteuil roulant, comme toute autre personne, vivre des expériences incroyables, et ne pas être limité surtout. Et du coup, ça m'a appris à ne jamais se sentir limité, et toujours dépasser ce que je peux mettre en limite psychologique, comme tout le monde le fait d'ailleurs. Et vraiment, c'est ça que ça m'a appris, et je trouvais ça incroyable parce que ça change un peu le regard du handicap, et c'est ce que j'aimerais bien porter aussi aux autres personnes. C'est un sujet qui est passionnant et pas du tout triste, du tout. Donc faut surtout pas verser dans le misérabilisme, dire les pauvres, parce que oui, il y a une bascule dans la vie, ça c'est triste, c'est dommage, on est bien d'accord, mais que ce que tu dis, c'est que les gens se réapproprient leur corps et leur vie et arrivent à vivre peut-être des choses qu'ils n'ont pas vécues avant d'ailleurs. C'est ça. C'est un tremplin pour d'autres choses, pour continuer à vivre et faire des choses incroyables. On retient. On retient ça. Et ma deuxième question, c'était... Tout à fait, ils ont réussi à l'accepter. Pas tous, et ça demande plus ou moins du temps forcément, parce que je vais pas faire une généralité en mode tout le monde a réussi à l'accepter. Non, il y en a où pas forcément, ils vont pas l'accepter et ils veulent pas forcément, et ça prend du temps, mais c'est comme le processus de deuil que certaines personnes connaissent plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes et on arrive plus ou moins à la fin, à cette acceptation, mais pas tout le temps, et voilà, et des fois ça prend du temps. Et c'est ça, c'est le deuil d'une autre vie, le deuil d'un corps, voilà. Et ma deuxième question, du coup, donc ça c'était ce qui est l'enseignement d'utilité publique, que tu retires de ta démarche de recherche, de ton mémoire. Mais quel est l'enseignement ou l'élément qui t'a, toi, le plus, remué, le terme n'est pas joli, mais qui t'a le plus, je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est surprise, marqué, en gros, quand tu as fait cette démarche-là, que tu es allé voir ces personnes, qu'est-ce qui t'a le plus saisi, en quelque sorte, comme récit, comme réalité, si c'est pas d'ailleurs la même chose, finalement, cette réappropriation. C'est un peu la même chose parce que, certes, en position de sociologue ou de personnes qui vont enquêter, on essaye de mettre de côté tout ce qui est prénotion, donc ne pas avoir des idées préconçues, se dire « Ah, cette personne, forcément, tout ce qui est stéréotypes, on va essayer de les mettre de côté. » On va essayer justement d'analyser pourquoi j'ai ces stéréotypes, d'où ça vient, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc forcément, je pense que moi j'avais comme un peu stéréotype, comme ce que je disais, des personnes qui peuvent être limitées parce que justement on voit ce manque d'accessibilité dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, où les meubles sont pas à la bonne hauteur, etc. Où je me suis dit, mais en fait c'est beaucoup de contraintes, et est-ce que c'est pas tout le temps compliqué de vivre au quotidien avec que des obstacles tout le temps, et de voir ces obstacles, mince, je peux pas aller là dans ce restaurant parce que y a le trottoir, il est trop haut et je peux pas
je peux pas aller sur le trottoir, ou pareil, le restaurant il a des marches, et c'est difficile en fauteuil roulant de traverser des marches, à part tomber, et ça c'est compliqué quand même. Et je pense que j'avais un peu ce stéréotype en me disant mais ça doit être compliqué et tout, et finalement pas tant que ça, et c'est vraiment le maître mot, c'est l'adaptation, et c'est s'adapter à des situations où ça va être compliqué. Oui, le restaurant, il y a des marches. Bon, qu'est-ce que je fais? Et les personnes, elles ont plein de possibilités d'action qu'elles découvrent d'elles-mêmes ou en parlant avec d'autres personnes, qui soient par exemple en fauteuil roulant, qui racontent leur expérience. Par exemple, face au restaurant avec des marches, c'est bon, j'ai des amis, ou je suis toute seule et je vais demander à des personnes, des étrangers, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à descendre des marches? Et c'est la foi en l'humanité, parce que il y a beaucoup de personnes qui acceptent et avec plaisir. Et c'est ça aussi qui était beau, que j'ai trouvé, parce qu'elles m'ont raconté que beaucoup de personnes dans la rue, et même des personnes qui pouvaient être assez fermées, on se dit, oh tiens, les Parisiens, ou les Français quand même, ils sont pas ouverts. Mais en fait, si, et ils acceptent d'aider, et avec gentillesse et bonté. Et c'est ça, je me suis dit, ah ouais, il y a plein de solutions possibles et imaginables, ou même par exemple face à un restaurant où il y a 3 marches, aller au restaurant juste à côté et s'amuser tout autant. Et il y a plein de choses qui sont disponibles, et une grande variété de champs de possibles qui s'offrent à tout le monde en fait, que ce soit qu'on soit en fauteuil ou pas. C'est ça. Donc malgré ce que tu disais au début là, malgré les obstacles du quotidien, même les contrariétés, parce que oui, ce que tu disais sur la prénotion qu'on peut avoir en disant mais si je me projette dans leur vie, en fait ouais, je serai tout le temps vénère parce que n'importe quoi sera relou, bon, compagnie. Là tu nous dis que finalement ces gens-là, parce qu'ils se sont appropriés ça, alors pas forcément tous, pas forcément tout le temps, mais que ces gens-là se sont appropriés cette nouvelle vie, ces nouvelles conditions là, et que ils arrivent à vivre déjà. C'est pas une raison pour pas continuer à adapter le mobilier urbain, non, justement, comme ça, mais que voilà, c'est pas des victimes. Non. C'est des gens qui continuent, qui vivent. Et en plus, ouais, j'aime bien ce petit clin d'œil sur la foi en l'humanité à la fin. Pourquoi, t'as eu des témoignages d'actes de bonté, quoi. Oui. Et justement, faut pas, même si là c'est positif ce que je dis, bien évidemment, faut pas se dire ok bah c'est bon, elles peuvent se débrouiller tranquille. Non, justement, tout ce qui est l'espace public et tout, l'adapter, le rendre plus accessible, et c'est vraiment la notion d'accessibilité et d'adaptabilité, c'est important, parce que ça va faciliter le quotidien de ces personnes, mais aussi par exemple une personne qui est en poussette, ça va être aussi compliqué des fois d'avoir par exemple dans des RER ou dans des métros, d'aller face au trou béant qu'il y a entre le quai et le RER, ça va être compliqué aussi. Et en fait, on va tous se retrouver, qu'on soit en fauteuil roulant ou pas, dans des situations où on va se retrouver handicapé par l'espace public, par le manque d'accessibilité. Et justement, c'est des choses qui peuvent paraître tout simples, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, etc. Mettre une rampe, c'est simple, c'est pas trop cher. Et ça peut être super pratique et égayer la journée de personnes qui vont pas forcer comme pas possible, ou juste se dire je vais pas à ce magasin, je vais dans un autre qui est plus accessible. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça à faire qui sont pas très compliqués, et en fait le but c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, mais dans la vie en général, soit dans la place d'une personne en fauteuil roulant ou pas, mais dans la place de l'autre, et se dire ok, comment je peux l'aider, comment je peux rendre plus accessible la chose, et faire des petits trucs pour aider les gens, quoi. Bon. Quelle meilleure conclusion que celle-là. Merci beaucoup, en tout cas Célia, de nous avoir parlé de ce mémoire, donc que tu soutiens la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Pour essayer de... voilà. Pas trop de spoilers, là on a livré des enseignements globaux, ce sera au jury d'apprécier le reste. On te souhaite bonne chance ou merde, je sais pas ce qu'on dit dans ces contextes-là. Je prends tout, moi. Tiens, on a un expédié qui lui dit « Je retiens que ton étude t'a permis de gagner foi en l'humanité, j'hésite à copier ton travail. » Vas-y, franchement, avec plaisir. De toute façon, on peut jamais copier un travail dans une recherche, parce qu'il y aura toujours
ta propre expérience, ton propre analyse, ton propre ressenti qui va s'ajouter et ça va être incroyable parce que ça va enrichir toutes mes études et bah là mon mémoire. Donc vas-y. Voilà, Unexpected. Bon, on t'attend, du coup c'est la pression. Voilà, manifestement, donc bravo et désolé en même temps, on commence avec ça. Mon cher Unexpected. En tout cas, ce live de Data Date se termine, on y est. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va se retrouver la prochaine fois, ça va être à la rentrée, sûrement. Donc voilà, on s'est quitté un peu un certain temps. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne m'attendais pas à cette réponse, je suis un peu dans la merde. Oui, tu es dans la merde. Et en plus, voilà, on est entre nous, donc il n'y a pas d'astérisque ou de censure dans ce qu'on se raconte ici. Non, pour revenir à mes moutons, il n'y a pas eu de data date pendant un moment. Vous avez peut-être remarqué que le décor a un peu changé par rapport au précédent live. Donc on est toujours en ajustement. On revient à la rentrée avec un décor peut-être un peu plus abouti, je pense. Une formule plus régulière pour toujours vous parler de ce qu'on fait à l'IFOP, de répondre à vos questions. Et puis, finalement, ce qu'on fait à l'IFOP, pas que l'IFOP d'ailleurs, hein, c'est le groupe IFOP, mais en tout cas dans ce qu'on fait pour scruter l'opinion, ça se rapproche de ce que tu as fait. Hein. Enfin, ce que tu as fait, c'est la sociologie appliquée, c'est la méthodologie des sciences sociales, mais c'est avant tout écouter les gens. Enfin, c'est un peu ça la base de notre boulot, c'est de tendre un micro, un formulaire texte, aller voir des gens et leur dire bon, bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Voilà, notre boulot, c'est d'écouter dans un premier temps et de retransmettre dans un second sans trahir la parole initiale. Voilà, on va terminer aussi sur ces considérations fort lyriques. En tout cas, on vous retrouve donc à la rentrée, je disais, en live. Vous pourrez sans doute retrouver des extraits de ce live-là en replay sur YouTube. Et c'est... Non, je me trouve mon trompe toujours de côté. IFOP France sur YouTube. Voilà, suivez aussi nos news sur notre compte Twitter principalement. Et LinkedIn pour les plus affûtés ou à la recherche d'un boulot dans les sondages. Comme d'une alternance. Par exemple. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, je pense. En tout cas, bonne soirée à tous. La fête de musique c'était hier, mais on peut s'amuser quand même aujourd'hui. Et bel été, avant de se retrouver à la rentrée. Ça marche. Effectivement. Au Merci revoir à tous.